La BCE, elle tourne pour tout le monde, mais pour personne en particulier, c'est ultra fragmenté. Si l'on parle par rapport à des prêts de consommation ou par rapport à des utilisations grand public, là, ce sont des harmonisations de règles européennes qu'il faut. Et là, le bon interlocuteur, c'est le Parlement. Et en faisant une harmonisation de ça entre les divers pays de la zone euro, bien évidemment, on peut intervenir pour réguler ces marchés et faire en sorte qu'on soit tous au même niveau. Moi, je crois que ce que la BCE pourrait faire, c'est garantir aux épargnants européens que leurs fonds vont vers des États européens ou des entreprises européennes ou la transition environnementale en Europe. Ça me dirait bien. La Banque centrale par contre peut intervenir, c'est de faire une politique, et là il faut discuter avec nos amis allemands parce qu'ils n'aiment pas trop, d'émission de monnaie comme le fait la Réserve fédérale américaine. Et ça, c'est des vraies discussions au niveau européen que l'on doit avoir. La question de l'homogénéité des canaux de transmission de la politique monétaire, la question des règles macroprudentielles, l'évolution aussi de la politique monétaire avec une dimension plus verte, sont des questions qui se posent actuellement à l'échelle de la Banque centrale européenne. Et nous avons essayé de nous intéresser plus spécifiquement à l'impact de la fragmentation financière sur la transmission de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le fait qu'on soit dans une union monétaire suppose que les pays aient abandonné leur politique monétaire nationale au profit d'une politique monétaire commune qui doit servir de la même manière l'ensemble des pays de la zone. Donc, nous nous sommes intéressés aux différents instruments de politique monétaire de la Banque centrale européenne, donc l'instrument traditionnel qui est le taux d'intérêt, mais aussi les nouveaux instruments de politique monétaire qui ont été implémentés à la suite de la crise de 2007, qu'on appelle instruments non conventionnels, qui permettent d'offrir des liquidités aux banques, une grande quantité de liquidités aux banques pour qu'elles offrent encore plus de crédits contre des actifs, ou alors acheter directement de la dette des États contre des liquidités, là aussi pour relancer l'économie. Et donc, on s'est demandé si ces instruments de politique monétaire pouvaient faire en sorte de gommer la potentielle hétérogénéité qui pourrait être liée à une potentielle fragmentation financière au niveau de la zone euro. Il y a eu la mise en place de l'union bancaire en 2014, qui a donné à la Banque centrale européenne la possibilité de surveiller les banques pour faire en sorte de limiter leur prise de risque et de limiter l'occurrence des crises, mais aussi d'assurer un financement qui soit homogène entre les États. Donc là, clairement, cette politique macroprudentielle a joué dans le sens de cette homogénéité. Alors, il y a encore un approfondissement qui doit être fait de cette union bancaire, étant donné que pour que la politique macroprudentielle fonctionne, il faut qu'elle soit uniforme à la fois pour les prêteurs, pour les banques et pour les emprunteurs, que les conditions soient les mêmes. Aujourd'hui, les directives européennes sont communes au niveau des banques, avec une structure de liquidité, de solvabilité, une qualité des capitaux qui est requise de manière uniforme pour toutes les banques de la zone euro. En revanche, il reste encore des différences dans les conditions qui sont appliquées aux prêteurs à l'échelle nationale. Lorsque vous avez une prise de risque des banques qui va être différente selon les pays, qui est liée par exemple à des cadres différents, des cadres nationaux différents, ou une exposition des banques qui est différente, à ce moment-là, vous allez avoir un accès au crédit qui va être différencié selon les pays. C'est cela qu'on appelle la fragmentation financière. Le fait qu'il y ait une intégration financière et bancaire qui soit plus complète pourrait être un des facteurs qui favoriserait la lutte contre les inégalités et qui favoriserait une dynamique vers une Europe plus juste. Et nous pensons que la Banque centrale européenne, au-delà de la question de la stabilité des prix, de la stabilité financière, a un rôle à jouer dans justement cette réduction des inégalités dans et entre les États. Et en allant encore plus loin,
dans ces questions de justice, de construction européenne, ça va jouer dans le sens d'une augmentation de la confiance des Européens dans ce que peut leur apporter l'Europe. La construction européenne, elle s'est faite par étapes. Il y a encore des étapes à franchir. Notamment, les étapes aujourd'hui sont la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, mais aussi encore plus de justice. Et ces prochaines étapes-là vont demander du temps à être mises en place, puisque ça suppose une coordination de la part des États, mais elle ne peut être que bénéfique en termes de confiance dans la construction européenne. Le fonctionnement de l'Europe reste assez opaque pour la plupart des Européens. Et donc, du coup, ce manque de transparence et de communication fait que, il y a une tendance à une perte de confiance vis-à-vis de l'Europe, puisque les Européens ne se rendent pas compte de tout ce que l'Europe peut leur apporter au quotidien. Notre rôle, c'est justement de rendre cette information disponible, de rendre cette information la plus claire et la plus transparente pour que chacun puisse avoir un avis qui lui est propre, mais un avis objectif sur ce que c'est que d'être européen.